Eh bien, salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va parler de Babylone de Damien Chazelle. C'est parti, générique. Il y a quelques jours, je suis allé voir au cinéma le film Babylone de Damien Chazelle. Et je peux vous dire que j'ai pris littéralement une claque. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti autant de choses devant un film dans une salle obscur, même si je peux comprendre aisément que le film divise aussi bien la critique que les spectateurs, et c'est un film qui ne laisse pas indifférent. C'est soit on adore, soit on déteste. Alors pourquoi certains détestent? Eh bien pour des raisons diverses et variées, parce que le film est trop long, 3h10, parce qu'il y a des scènes très explicites, ou d'autres avancent le fait qu'il n'y a pas de scénario, pas vraiment d'histoire. Il n'en demeure pas moins que moi, de mon côté, j'ai adoré voir ce film parce que il traite de nombreuses thématiques que j'affectionne particulièrement, qui me font vibrer, que ça soit dans la littérature ou même dans le cinéma. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de toutes ces thématiques qui me sont chères et que j'ai pu voir dans le film Babylone de Damien Chazelle. Tout d'abord, il n'est pas chose aisée de résumer Babylone, parce que c'est un film très long qui dure quand même 3h10, mais aussi parce qu'il n'y a pas d'histoire à proprement parler. C'est un film d'ambiance, un peu comme Il était une fois à Hollywood de Quentin Tarantino, et il y a des liens que l'on peut faire avec ce film, j'en parlerai un petit peu plus loin. Néanmoins, il y a une idée qui est au cœur du scénario, c'est le changement de paradigme qu'il y a eu à partir de 1927, lorsque le cinéma est passé du muet au parlant, ce qui a forcément complètement chamboulé l'industrie cinématographique. Et dans Babylone, on va voir l'évolution, la trajectoire, le destin de 3 personnages qui vont tout simplement être impactés par ce changement de paradigme par rapport au fait que le cinéma va évoluer. Le premier personnage majeur, c'est Jack Conrad, interprété par le gigachad Brad Pitt. C'est l'acteur le plus connu de la ville, il est au firmament, toutes les femmes rêvent de lui et tous les producteurs rêvent de travailler avec Jack Conrad. Bref, c'est la star de la ville, c'est l'acteur le plus connu des films muets en 1926. Deuxième protagoniste, une femme cette fois-ci, Nellie Laroy, interprétée par Margot Robbie. C'est la jeune femme un peu faux-folle qui rêve de s'installer à Hollywood et de faire carrière dans le cinéma. Elle rêve d'être actrice, mais malheureusement, elle a certaines caractéristiques qui font qu'elle risque de succomber à certains chants des sirènes. Le dernier personnage, c'est Manny Torres, qui est interprété par Diego Calva, et c'est un immigré mexicain qui s'est installé à Hollywood pour travailler dans l'industrie du cinéma, même s'il ne travaille pas dans les films, il ne travaille pas directement sur les studios, puisqu'il fait les basses besognes des riches producteurs. Et il est obligé de faire parfois du sale boulot. Au début du film, il a pour mission d'aller chercher un éléphant pour une soirée d'un riche producteur. C'est vous dire quelles sont les différentes tâches de Manny au quotidien. Le film débute avec une énorme fête qui est organisée dans le manoir d'un riche producteur. Et là, on voit une scène complètement délirante où il y a à la fois de l'alcool qui coule à flot, alors qu'on est quand même sous la prohibition, de la drogue partout et l'échange des corps, des relations charnelles. C'est un mélange parfait entre Gatsby le Magnifique et le Loup de Wall Street. Et on a l'impression qu'à côté, le Loup de Wall Street, c'est une balade dans les bois, tellement les scènes qui sont montrées sont très explicites. Manny, il est obligé, lui, d'essayer de gérer ce chaos, ce qui est quasiment impossible parce qu'il se passe n'importe quoi, tout le monde boit, tout le monde prend des stupéfiants et il y a même directement un putain d'éléphant qui est invité dans le manoir et qui fout un bordel pas possible. Bref, ce sont les soirées à Hollywood à cette époque-là. Alors que Manny essaye de gérer la soirée tant bien que mal, il rencontre Nellie pour la première fois. Les deux sympathisent et Nellie lui explique qu'elle aimerait beaucoup devenir une star, même si elle dit qu'en réalité on ne devient pas une star, on l'est de base, elle part du principe qu'elle l'est et qu'elle mérite de devenir actrice à Hollywood. Manny lui explique que de son côté, il rêverait de participer à la production de ses films pour laisser une trace. Il aimerait participer à quelque chose qui est beaucoup plus grand que lui, c'est-à-dire les films hollywoodiens. Au cours de cette soirée, tout le monde est impressionné par Nellie parce qu'elle est belle, elle est jeune, elle est sensuelle, en même temps elle est jouée par Margot Robbie, et très
vite, elle attire l'attention des producteurs. Et Nelly a de la chance. Pourquoi? Parce que ce soir-là, au cours de la soirée, il y a une autre actrice qui a eu une overdose. Et le souci, c'est que cette actrice devait, dès le lendemain, jouer un rôle dans un film muet, sauf que, vu son état, elle ne pourra pas du tout être là le lendemain. Bien entendu, Nelly saute sur l'occasion et accepte le rôle. Elle quitte la soirée pour se préparer à sa première potentielle carrière. Jack Conrad est venu au cours de cette soirée, il a pu flatter son ego auprès de tous les invités qui n'avaient Dieu que pour lui, et il a été accompagné par son fidèle ami qui s'appelle George, c'est aussi son producteur, et George, il a souvent des peines de cœur parce qu'il est très sensible envers les femmes et dès qu'il connaît une rupture, il a des grands moments d'abattement. Le problème, c'est que Jack, il a un peu trop forcé sur la bouteille et Manny doit le ramener le lendemain chez lui pour qu'il arrive en sécurité. Et Jack, il aime bien Manny, il se dit c'est un bon gars, il m'a ramené chez moi directement, donc il lui propose de venir dès le lendemain, en fait c'est la journée même puisqu'ils ont quasiment pas dormi, de venir voir les studios en plein air pour tourner des films. Et bien entendu, Manny accepte parce que c'est son rêve ultime. Nos trois personnages se retrouvent donc dans le studio d'enregistrement qui se trouve à ciel ouvert en plein désert, parce qu'il y a une petite particularité, c'est vu que tous les films de l'époque sont muets, on peut les tourner les uns à côté des autres. Par exemple, il y a des casemates avec un film comique, à côté un film dramatique et à côté un film qui n'a strictement rien à voir, parce que ils ne peuvent pas se déranger les uns des autres puisque tout est muet, donc le bruit du film d'à côté ne va pas impacter celui qui est à sa gauche ou à sa droite, peu importe, parce que tout est muet et on peut faire absolument ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il y a une dichotomie extrêmement intéressante, c'est qu'ils sont en train de filmer des films muets alors qu'il y a à côté de ça un bordel sans nom. Ce jour-là, Jack, il doit filmer une immense scène de bataille pour un film de chevalier et il doit conclure le film avec une scène où il retrouve sa Dulcinée. Bien entendu, c'est n'importe quoi sur le plateau, il n'y a pas du tout de normes de sécurité, il y a par exemple des hommes qui se blessent, il y a directement des chevaux qui emboutissent les orchestres parce qu'il y a des orchestres sur place, et enfin il y a même des morts. Tout le monde a bu, tout le monde a pris des substances et il faut rappeler qu'il y a quelques heures de cela, ils étaient encore en train de faire la fête. Mais en réalité, la fête continue même sur les studios d'enregistrement et c'est une cacophonie générale. Nelly arrive donc sur place et au début, elle est clairement méprisée parce que c'est l'énième fille qui vient pour avoir une carrière à Hollywood, elle doit tourner une scène d'un film muet, mais voilà, elle arrive à impressionner tout le monde parce qu'elle a une palette d'expression très large et tout le monde comprend qu'elle a beaucoup de talent. Sur le tournage du film de Chevalier qui se trouve juste à côté, Manny se retrouve dans la situation où toutes les caméras du film ont été détruites parce que c'était le grand n'importe quoi et le réalisateur lui demande d'aller à un certain endroit, récupérer une caméra pour la louer et de revenir. Le problème, c'est qu'ils doivent absolument terminer le film aujourd'hui parce que l'heure tourne et le soleil va se coucher. Il y a un certain nombre de péripéties, Manny arrive à récupérer la caméra, à la ramener sur le plateau de tournage et alors que le soleil va se coucher, la dernière scène est tournée, on pense que ça va être un désastre parce que Jack Conrad est complètement défoncé, parce que le soleil va se coucher, bref, ça va être du grand n'importe quoi, et pourtant il arrive parfaitement à rentrer dans son personnage, il embrasse sa Dulcinée, il y a des explosions derrière qui sont gérées par les artificiers, et ils arrivent à boucler le film avant que le soleil ne se couche. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que l'on voit la distance qu'il y a entre le rendu final, qui est particulièrement beau, il y a notamment cette dernière scène où un papillon se pose sur l'épaule de Jack Conrad, qui va parfaitement conclure le film, et de l'autre côté, on se rend compte à quel point ça a été un bordel sans nom, c'est-à-dire que c'est un chaos créateur. Dans ce chaos-là, on arrive à créer des œuvres d'art, ici, du cinéma. À ce moment-là du film, tous les personnages sont dans une bonne situation. Jack Conrad est au sommet de sa gloire, Nelly est devenue une star, même si elle est considérée comme une femme facile dans la mesure où elle joue la plupart de ses rôles
eh bien, ce sont des allumeuses en quelque sorte, il faut le dire. On l'appelle même l'enfant sauvage. Et Manny travaille pour les producteurs et il devient très vite indispensable. Mais la situation va clairement changer à partir de 1927 puisque c'est l'arrivée du cinéma parlant, du cinéma sonore. C'est la Warner qui va sortir le premier film parlant de l'histoire, Le chanteur de jazz, avec dans le rôle principal le chanteur Al Jolson. La facette du cinéma va complètement changer. Tout le monde doit s'adapter, que ce soit les réalisateurs, les techniciens, mais également les acteurs, puisque cette fois, on va entendre leur voix. Ça suffit de jouer seulement avec les expressions du visage, c'est fini également les intertitres, où on les peignait directement à la main pour ensuite les filmer, c'est-à-dire les petits cartons pour parler de certaines situations que l'on peut voir dans le film. Non, tout ça c'est fini, désormais c'est l'acteur qui parle directement, et il faut bien entendu s'adapter à cette nouvelle exigence. Il y a une scène qui est très intéressante où on voit le personnage de Nelly qui n'arrête pas de répéter sa scène parce qu'il y a toujours un problème technique à cause du son, parce qu'un tel va faire du bruit, parce qu'un autre va éternuer, ce qui rend, on va dire, les conditions de tournage particulièrement difficiles. Et désormais, chaque film est tourné dans un studio indépendant, sans bruit, avec une lumière rouge. Bref, il y a des règles. Jack va se lancer dans le cinéma parlant, même s'il était réticent au début. Nelly va faire de même, parce qu'elle n'a pas le choix, même si les gens n'aiment pas particulièrement sa voix, ni les producteurs, ni les spectateurs, parce que le grand problème, c'est qu'à partir de cette époque, certains spectateurs vont écouter pour la première fois la voix de leurs idoles, et que cette voix ne colle pas au physique de la personne, ou ce que les spectateurs imaginaient. De son côté, Manny, lui, va devenir producteur exécutif et jouer un rôle beaucoup plus grand dans la production des films. Malgré la difficulté de s'adapter au cinéma parlant, les protagonistes vont quand même continuer à avoir un certain train de vie et ils vont participer à des soirées toujours dantesques. Et au cours de l'une de ces soirées, le personnage de Nelly va proposer aux autres protagonistes d'aller dans le désert pour se battre avec un serpent à sonnette. De prime abord, on pourrait être étonné par cette scène qui a des airs un peu tarantinesques, mais en réalité, elle est parfaitement logique au regard du film et de certains messages, mais j'aborderai tout ça dans la partie analyse. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une scène pivot, puisque à partir de ce moment-là du film, tous les personnages vont connaître une décadence, à commencer par Jack Conrad. Jack Conrad, il a fait des efforts, il a voulu participer à des films parlants, mais il faut le dire clairement, sa carrière est en berne. Il est de moins en moins plébiscité, et quand il se rend à diverses projections de ses films, les gens rigolent quand ils entendent Jack Conrad parler. Il ne comprend pas et il décide d'aller voir une mondaine qui est spécialisée dans les ragots d'Hollywood et qui a écrit un article particulièrement salé en disant que Jack Conrad était terminé. Il lui demande alors des explications et la mondaine lui répond plusieurs choses. Elle lui dit d'abord que c'est pas tant lié au fait que maintenant c'est le cinéma parlant, c'est pas lié à sa voix, c'est juste qu'il a fait son temps. Il doit laisser sa place et c'est comme ça. Elle lui dit que de toute façon, des discussions de ce type, il y en aura d'autres dans le futur avec d'autres acteurs, d'autres mondaines et ça sera indéfiniment comme ça à partir de maintenant. La mondaine lui explique que même s'il est fini en tant qu'acteur, il n'en demeure pas moins qu'il a eu beaucoup de chance en réalité parce qu'il reste immortel dans la mesure où quand dans 50 voire 60 ans une personne regardera un film de Jack Conrad, eh bien il sera en l'espace de quelques temps de nouveau là, il sera de nouveau présent, ce qui fait de lui quelqu'un d'immortel. Bien entendu, ce ne sont pas des explications qui lui suffisent et ça va être très difficile pour Jack Conrad de faire face au fait qu'il est devenu has-been, d'autant plus qu'il va traverser un drame puisque son ami et producteur George va se suicider suite à une énième peine de cœur. Et c'est pour ça que le personnage de Jack Conrad va lui-même sauter la vie à la fin du film après avoir donné un gros pourboire à un groom d'un hôtel en lui disant que désormais l'avenir appartenait à la
jeunesse. Du côté de Nelly, la situation est extrêmement compliquée. Elle peine à trouver un nouvel élan à sa carrière parce que, comme je le disais tout à l'heure, elle est considérée comme une fille facile et elle est cantonnée à ce type de rôle. Même si Manny essaye par tous les moyens de relancer sa carrière parce que, il faut le dire, il est clairement amoureux d'elle. Et ça, depuis le début du film. Manny est amoureux de Nelly, mais les sentiments ne sont pas réciproques et il fait des pieds et des mains pour sauver sa carrière. Parce que le problème de Nelly, c'est qu'elle a également en parallèle des addictions, notamment à l'alcool et à certaines drogues. De plus, Nelly a également une addiction au jeu puisqu'elle a une dette énorme de 80 000 $ auprès d'un mafieux local particulièrement dangereux et pervers qui s'appelle James McKay. Là encore, Manny va essayer de trouver une solution. Il va contacter un ami à lui qui va réussir à trouver cette fameuse somme de 80 000 $ pour directement l'amener chez McKay. Le problème, c'est que Manny apprend sur place que cet argent-là, ce sont en fait de faux billets qui sont utilisés sur les différents plateau de tournage. McKay, au début, il y voit que du feu, et vu qu'il aime bien le personnage de Manny, il lui propose d'aller dans l'une des meilleures boîtes qui se trouve dans les collines d'Hollywood. En fait, ce n'est pas une boîte à proprement parler, c'est juste une espèce d'immense bunker, et plus on descend dans ce bunker, plus c'est malsain. En fait, ce sont les 9 cercles de l'enfer. Dans le niveau le plus bas de la boîte, il y a un homme qui mange des rats vivants en échange de quelques billets. Et c'est à ce moment-là que James McKay se rend compte que l'argent que Manny lui a donné, ce sont en réalité de faux billets. Tout le monde s'énerve et il y a un combat entre l'un des hommes de main de McKay et Manny. Et Manny arrive à le tuer et à s'échapper avec son pote qui lui avait donné les faux billets. Manny s'empresse d'aller voir directement Nelly pour qu'il puisse partir, aller au Mexique, mais Nelly, elle s'en fout, elle veut pas aller là-bas, elle veut rester à Hollywood parce que elle préfère être sous les paillettes, sous les projecteurs, quitte à vendre son âme, un peu comme quand Pinocchio est sur l'île au désir. Manny, lui, de son côté, décide de quitter la ville parce qu'il préfère son salut, quitte à devenir anonyme, d'autant plus qu'un mafieux, un des hommes de main de McKay, lui a laissé une chance, il pouvait directement tuer Manny, mais il lui a dit « quitte la ville, je veux plus te revoir ». Et c'est pour ça que Manny décide de quitter Los Angeles pour New York. On apprend aussi à ce moment-là, via une coupure de presse, que Nelly est morte à seulement 34 ans dans une chambre miteuse. Alors on ne sait pas si elle est décédée d'une overdose ou si elle a été attrapée par les hommes de McKay. Le film se termine en 1952 lorsque Manny se trouve à Los Angeles avec sa femme et sa fille et il leur montre directement là où il a travaillé à l'époque dans le cadre de ses vacances. Bien entendu, il est extrêmement nostalgique et il décide par la suite d'errer seul dans les rues de Los Angeles. Il se rend dans un cinéma pour voir un film que vous connaissez forcément, Chantons sous la pluie. D'ailleurs, c'est un film qui, lui aussi, traite de ce changement de paradigme qu'il y a eu entre le cinéma muet et parlant. À ce moment-là, Manny regarde le film et il se souvient des grandes fêtes, des grands plateaux de tournage et de sa vie comme producteur. Et il est particulièrement ému. Et là, il y a un choix très audacieux de la part de Damien Chazelle, puisque le film se termine sur des images de films cultes comme Terminator 2, il y a également Avatar ou encore Jurassic Park. Et c'est comme ça que se termine Babylone. Maintenant que j'ai divulgaché l'entièreté de l'intrigue de Babylone, il convient d'analyser le film en détail et il faut commencer par le titre qui est extrêmement important. Babylone, c'est une référence claire à la ville antique qui se trouvait en Mésopotamie. Et forcément, elle est omniprésente dans les écrits bibliques. Pourquoi? Parce que Babylone, c'est la ville du péché et de l'orgueil. Pourquoi c'est la ville de l'orgueil? Parce que c'est dans cette ville que les hommes ont voulu façonner la tour de Babel parce qu'ils pensaient qu'ils étaient au même niveau, voire au-dessus de Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu aurait décidé de détruire la tour de Babel et de condamner les hommes à parler des langues différentes. Donc Babylone, c'est la ville des péchés, mais surtout de l'orgueil, parce que les hommes étaient particulièrement orgueilleux de croire qu'ils étaient au-dessus ou même qu'ils étaient égaux à Dieu lui-même. Et pourquoi Hollywood est considéré comme cette nouvelle Babylone? Eh bien parce qu'il y a cette force créatrice en Hollywood. On crée des films, donc on est à l'image de Dieu qui crée les hommes sur terre. Dans
ce chaos énorme, on arrive à créer des films qui sont considérés comme des œuvres d'art. Nous sommes des égaux de Dieu. Et on peut comprendre l'orgueil des personnages parce que, imaginez, vous évoluez dans une ville où il y a des films qui vont être vus dans le monde entier, des films qui sont à la pointe de la technologie, notamment avec le cinéma parlant. Et vous-même, vous participez en tant que réalisateur, producteur, acteur ou technicien à cet environnement-là. Comment ne pas devenir fou? Comment ne pas devenir orgueilleux? Surtout en parallèle avec le fait que des gens vont flatter votre ego et la présence de paradis artificiels comme l'alcool ou bien des produits stupéfiants. Babylone, c'est une ville qui, pour créer cette force créatrice, est obligée de sacrifier les individus qui évoluent à l'intérieur de cette dernière. Parce que les individus qui évoluent à l'intérieur de Babylone doivent sacrifier leur temps, leur énergie, leur morale, et bien aussi leurs valeurs pour faire fonctionner cette ville et pour créer des œuvres d'art, notamment les films. En fait, ils sont interchangeables. Chacun a un temps sur Babylone qui est limité parce que on vide sa substance qui va être utile pour la création des films et quand il est plus utile, on le jette. Parce que c'est justement pour nourrir cette ville qu'est Babylone et cette force créatrice. Et c'est pour ça que la scène du serpent est particulièrement symbolique parce qu'on pourrait penser lors d'un premier visionnage que c'est juste un délire à la Tarantino, alors qu'en réalité, pas du tout, puisque dans cette scène-là, on comprend la logique des protagonistes. Les protagonistes pensent qu'ils sont au-dessus de la nature. Ils pensent qu'ils peuvent se battre directement avec un animal qui est considéré comme dangereux parce qu'ils sont les maîtres du monde. Et comment ne pas se considérer comme étant les maîtres du monde quand on participe dans cette industrie qui a un impact énorme dans l'inconscient collectif de l'Occident. Il faut également noter que dans le rastafarisme, la ville de Babylone est considérée comme la capitale de l'empire occidental. Et on peut dire que Damien Chazelle a raison. La Californie peut être considérée limite comme la capitale du monde libéral occidental dans la mesure où ça serait normalement la 7e puissance économique mondiale, mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'idées qui irriguent l'inconscient collectif qui viennent de là-bas et surtout d'un point de vue technologique par le biais de la Silicon Valley. Donc pour le meilleur comme pour le pire, et surtout pour le pire, la Californie façonne le monde occidental libéral d'aujourd'hui. Bien entendu, l'un des sujets les plus importants du film, c'est ce changement de paradigme qu'il y a eu à partir de 1927 avec l'arrivée du cinéma parlant, du cinéma sonore. Et on a l'impression que dans le film, c'est comme la fin de la récréation. Parce que dans la première heure du film, lorsque l'on voit ces studios à ciel ouvert, où il y a la cacophonie, il y a le chaos créateur, on a l'impression que les réalisateurs, les acteurs et les techniciens dominent le film qu'ils sont en train de façonner. Sauf qu'après, quand il y a l'arrivée de ce cinéma parlant, on a l'impression que c'est avant tout le film qui domine à la fois les réalisateurs, les techniciens et les acteurs. Parce que cette fois-ci, il y a la contrainte technologique. Bien entendu, il a fallu du temps avant de gérer pleinement cette contrainte. Et aujourd'hui, on peut retrouver, j'en suis sûr, sur certains plateaux, la cacophonie des premiers temps, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a eu ce temps d'adaptation où il y a eu une difficulté pour certains de se retrouver dans ce nouveau monde. Et il y avait des acteurs ou des réalisateurs qui avaient connu à la fois le muet et le cinéma parlant, et certains ont connu une fin de carrière particulièrement cruelle. Parce que dans le cinéma muet, ce qui comptait avant tout, c'était la palette des expressions de l'acteur, des expressions faciales, et non pas sa voix. Mais une fois qu'il y a eu le début de la voix, c'était un chamboulement qui était juste extrêmement important. Alors certains, comme Charlie Chaplin, n'ont pas voulu se lancer dans le cinéma parlant et sont restés sur le muet. C'est d'ailleurs ce qui a fait sa postérité, puisqu'il était fait pour cela. Mais certains ont connu des déchéances parce qu'ils se sont lancés dans le cinéma parlant et ça a été particulièrement compliqué pour eux, parce que les spectateurs n'aimaient pas particulièrement leur voix ou qu'ils imaginaient une voix différente. C'est le cas par exemple de l'acteur John Gilbert qui n'a pas réussi à passer avec succès au cinéma parlant et qui a connu une fin de carrière très difficile. Il y a des acteurs qui à l'époque ont réussi à tirer leur épingle du jeu, c'est ceux qui avaient eu une carrière dans le théâtre,
puisqu'ils savaient déjà travailler leur voix et que eux par contre ils ont eu beaucoup de succès par la suite dans cette nouvelle ère du cinéma parlant parce qu'ils avaient déjà exercé leur voix sur les planches. Il y a de nombreux films qui traitent de cette thématique du passage du cinéma muet au cinéma parlant. On peut citer Vie artiste, Chantons sous la pluie, mais également Aviator de Martin Scorsese où le personnage de Howard Hughes dit à un moment que le cinéma muet ne valait plus rien, ce qui est un peu exagéré parce qu'aujourd'hui le cinéma muet est rentré dans l'histoire du cinéma en règle générale avec certains classiques, mais il faut se rendre à l'évidence. À l'époque, quand les spectateurs allaient au cinéma et quand ils ont vu pour la première fois, ou plutôt entendu des films avec les voix des acteurs, eh bien ça avait complètement changé la donne parce qu'ils ne voulaient voir que ça désormais. Il faut également souligner qu'au départ, le cinéma muet était considéré comme un art mineur. Et avec le cinéma parlant, c'était la volonté de rendre ces lettres de noblesse au cinéma et de devenir véritablement le 7e art. Et on voit ça parfaitement avec le personnage de Nelly qui représente ce cinéma un peu populaire, potache, voire parfois même clairement vulgaire. Elle est vue comme une fille facile et elle n'arrive pas à accéder à des rôles plus sérieux dans le cinéma parlant parce qu'elle est vue comme une actrice de seconde zone. L'un des personnages les plus intéressants du film, c'est Jack Conrad. C'était la grande star, celui qui était le visage du cinéma muet, et il a connu dans le film la décadence, la chute de sa carrière avec l'arrivée du cinéma parlant. Ce qui est terrible avec Jack, c'est qu'il a participé activement à la reconnaissance des acteurs à Hollywood et pourtant lui-même est jeté par ce propre star system qu'il a contribué à créer parce qu'il est considéré à ce moment-là du film, ou plutôt vers la fin, comme étant complètement dépassé. Il y a deux moments du film qui sont extrêmement importants et qui sont liés à Jack Conrad, notamment quand la mondaine lui demande s'il regrette l'arrivée du cinéma parlant. Pendant un long moment, Jack ne répond pas et il finit par dire qu'on ne peut pas arrêter le progrès. Ce qui est vrai, en réalité, il ne pouvait pas arrêter le progrès technique de l'époque. Le son devait normalement arriver du fait du progrès technique et il s'est imposé. Et lui seul ne pouvait pas arrêter ça. Et ensuite, il y a une autre discussion extrêmement importante avec cette mondaine où elle lui explique qu'il a fait son temps, qu'il doit laisser sa place, mais qu'en même temps, dans une logique de stoïcien, il devrait être plutôt reconnaissant de ce qu'il a vécu, ce qui est assez vrai d'ailleurs, puisqu'il devient immortel. Il accède à ce stade d'immortalité parce que vu qu'il a participé à cette industrie du cinéma, il vivra pour des siècles et des siècles à chaque fois qu'une personne regardera un film avec lui comme la vedette principale. Et la mondaine a raison, il devrait embrasser cette logique stoïcienne de se dire oui c'est déjà bien, j'ai œuvré dans quelque chose qui était plus grand que moi, mais Jack Conrad il partait du principe qu'il était au-dessus avant tout du cinéma. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, lorsque les acteurs et les réalisateurs pensaient qu'ils dominaient le film et que désormais c'était l'inverse. Jack Conrad était flatté au quotidien, son ego était nourri et du jour au lendemain il n'était considéré comme plus rien alors qu'il a pourtant participé à la reconnaissance du métier d'acteur à Hollywood, ce qui est déjà énorme en soi, mais lui il n'arrive pas à se rendre compte de ça et il préfère sauter la vie, d'autant plus qu'il a perdu en cours de route son ami, celui qu'il avait montré aux yeux du monde entier puisque c'était celui qui lui avait donné sa chance. La mort d'ailleurs de son ami représente parfaitement ce basculement entre deux époques, c'est le cinéma muet qui décide de mourir pour laisser sa place au cinéma parlant. Le problème de Jack Conrad et de Nelly, c'est qu'ils sont à l'image d'Icare. Ils volent vers le soleil, vers la lumière, ils se rendent compte qu'au bout d'un moment, il va y avoir un problème, mais ils préfèrent chuter, ils préfèrent connaître la chute de leur carrière et une fin tragique que de tomber dans l'anonymat. Il faut également noter quelque chose de très intéressant avec Babylone de Damien Chazelle, c'est que la dernière heure du film, c'est un anti-La La Land, dans la mesure où La La Land est un film qui montre Los Angeles et Hollywood sous ses meilleurs aspects, et clairement Babylone montre que c'est une ville glauque et particulièrement malsaine. Damien Chazelle décide de montrer les plus sombres côtés d'Hollywood, notamment dans la scène du bunker. On a l'impression de revoir certaines scènes de Eyes Wide Shut de Kubrick par exemple. À un moment du film, le personnage de James McKay, le mafieux, dit que Hollywood devrait ressembler à ce qui se passe dans le bunker. Et en réalité, c'est assez vrai aujourd'hui, puisqu'il suffit de voir à quel point le no-port pèse énormément
parce qu'ils ont des studios énormes, au même titre que les studios de cinéma, et on retrouve cet aspect particulièrement glauque du rapport au corps et du rapport à la sexualité. Même si on peut dire qu'au final, entre la première scène d'ouverture du film, où c'est un moment de fête qui est considéré comme joyeux, à la Gatsby le Magnifique, et la scène du bunker, en fait, il y a une feuille de papier cigarette qui sépare ces deux environnements. C'est juste l'autre côté du miroir. Et d'ailleurs, la fin de Nelly, elle est très éloquente à ce propos. On ne sait pas ce qu'elle devient. On ne sait pas si elle est décédée d'une overdose ou des représailles de la mafia, parce que tout ça, ça appartient au côté sombre, au côté opaque d'Hollywood. Au final, le personnage le plus sain du film, c'est Manny, qui a décidé de se ranger pour ne pas succomber au chant des sirènes. La fin est très intéressante parce que Manny comprend que certes, il n'est plus dans ce milieu-là, mais qu'il a participé activement, d'une manière discrète, à l'édification de ce nouvel Hollywood. Parce que la création d'un film ne dépend pas seulement que du réalisateur et de quelques acteurs défoncés. Non, c'est l'addition de toutes ces petites mains qui participent activement au processus de création du film. Ce sont ces hommes et ces femmes anonymes que l'on voit à la fin du film dans l'écran qui défile et qui, il faut être honnête, n'intéresse personne. Donc en réalité, Babylone, c'est pas tellement un film qui rend hommage à Hollywood, c'est un film qui rend hommage au cinéma et à tous ces individus qui participent à la création des films. Et ça, on le voit avec des personnages secondaires dans le film, notamment le saxophoniste, qui certes ne reste pas dans ce milieu d'Hollywood, qu'il trouve profondément malsain, mais il a participé à des projets, et ces projets vont traverser les époques. Et c'est pour ça que le film se finit sur des images de films cultes. C'est pour montrer qu'en réalité, tout ce qu'on a vu dans le film, et notamment le cinéma muet, ça a été indispensable pour connaître le cinéma que l'on connaît aujourd'hui. Et il ne faut pas jeter en pâture telle ou telle époque du cinéma parce que tout ça, ça a été utile. L'addition de toutes ces personnes, des anonymes ou des gens célèbres, font qu'il y a à la fin le cinéma que l'on connaît aujourd'hui. Et malheureusement, un cinéma qui connaît une crise, il suffit de voir aujourd'hui la plupart des films qui sont projetés au cinéma, ça reste avant tout des merdes, surtout des merdes estampillées Marvel. Parce que c'est ça aussi la volonté du film, c'est de traverser les âges, de traverser les époques et de laisser une empreinte. On devient immortel à partir du moment où on crée une œuvre. Et c'est pareil également pour un écrivain ou pour n'importe quel artiste. Bien entendu, le film nous questionne aussi sur quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est comment le cinéma va évoluer. On peut en parler notamment avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable de reproduire des tableaux et de gagner certains concours et de dépasser donc la main de l'homme. Donc on peut imaginer que dans quelques années, des IA seront capables peut-être de créer de A à Z des films, notamment des films d'animation dans un premier temps, avec un scénario, des dialogues, voire même une émotion, puisqu'aujourd'hui les intelligences artificielles sont capables de créer des œuvres d'art qui vont nous faire réagir dans le bon sens ou dans le mauvais, peu importe, mais on peut constater que les intelligences artificielles sont aujourd'hui capables, seulement en tapant quelques mots-clés, de créer des choses qui prendraient du temps à n'importe quel humain qui se mettrait par exemple à faire du dessin. Et on voit que d'ailleurs certaines technologies en lien avec l'intelligence artificielle sont aujourd'hui utilisées dans le cinéma, notamment avec ce qu'on appelle le deepfake, puisque pour Irishman par exemple, Scorsese a utilisé cette technologie pour rajeunir virtuellement De Niro, mais on peut aussi se poser la question de savoir si l'intelligence artificielle ne va pas tuer le cinéma. Parce qu'on peut se demander quelle va être la place du créateur dans tout ça. Est-ce qu'au final, le créateur ne va pas être complètement exclu du processus de création, même si avant tout, pour que l'intelligence artificielle soit capable de créer, il faut lui demander, il faut un créateur. Mais on peut imaginer que dans un futur proche ou plus ou moins éloigné, l'intelligence artificielle sera capable de créer elle-même sans demande spécifique. Et ça ouvre un champ des possibles assez vertigineux, mais aussi très inquiétant. Certains reprochent à Damien Chazelle d'avoir fait un film beaucoup trop long, qui dure 3h10, mais il faut
comprendre également qu'aujourd'hui, le cinéma est en concurrence claire avec les séries télé. Il suffit de voir la plupart des productions HBO qui sont dignes d'un long métrage. Donc, dans une série, on a beaucoup plus le temps de développer les personnages, les intrigues que dans un film. Donc, il va y avoir, je pense, dans les années à venir, des films qui vont être de plus en plus longs, notamment des films un peu épopées, des films fleuves de la sorte, parce qu'il faut pouvoir concurrencer le modèle de la série télé. Certains ont également reproché le caractère explicite de certaines scènes, mais il faut bien comprendre que ces scènes explicites-là ne sont pas mises en avant juste pour choquer. C'est pas le but initialement, c'est pour montrer que c'était une époque de tous les possibles, que c'était une époque d'excès et qu'il y avait cet orgueil qui est lié à la force créatrice. Et forcément, c'est pour ça que Damien Chazelle devait montrer ça. Et je trouve que d'ailleurs, il a été très courageux de montrer certaines scènes, notamment celle du bunker, parce qu'il dénonce clairement le monde plus opaque d'Hollywood. Et clairement, il peut se le permettre parce que il sait que ses films marchent plutôt bien, mais tout le monde ne peut pas faire ça. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.